Et si la trahison ne venait pas de l'extérieur, mais de ceux censés protéger la nation? Imaginez, des généraux décorés, des parlementaires intouchables, réunis dans le secret doré de Moscou. Ensemble, ils ont monnayé les codes confidentiels de notre défense aérienne, non pour une cause, mais pour grossir leur fortune personnelle. Leur avidité a mis en péril la sécurité de millions d'innocents. Ce scénario, digne des heures les plus sombres de l'histoire, n'est pas sans rappeler la chute de l'Empire romain, lorsque des sénateurs vendaient tant les routes et les frontières aux plus offrants. Comme alors, la cupidité de quelques-uns met en péril la stabilité de tous. Tout a basculé lors d'un assaut nocturne. Une équipe d'élite, entraînée dans le plus grand secret, a fait irruption dans un palace silencieux. Derrière des portes blindées, ils sont tombés sur un trésor inimaginable. Des montagnes de liasses, des devises empilées, des coffres débordant de preuves de haute trahison. Pour vous donner une idée concrète, dans un seul coffre, l'équivalent du budget annuel d'un hôpital régional. Sur les étagères, des plans militaires ultra secrets, codés et annotés à la main, à côté de carnets de comptes où s'alignaient des sommes dignes des plus grands oligarques mondiaux. Mais l'horreur était plus profonde encore. Entre les billets, des dossiers ultra secrets. Plans détaillés de nos défenses, listes de codes, instructions prêtes à être livrées à l'ennemi. Tout était prêt pour ouvrir nos frontières à une attaque fatale. Ce n'est plus de la simple corruption. C'est une guerre menée contre l'État de l'intérieur. La nouvelle se propage comme une onde de choc. Si l'élite vend la patrie pour quelques milliards, rappelons que l'on parle ici d'une somme égale à celle investie chaque année dans la recherche médicale, qui sera là demain pour défendre les nôtres? Regardez l'histoire. En 1979, en Iran, la chute du Shah a été précipitée par la corruption généralisée de son entourage. La confiance du peuple avait été brisée et la nation, affaiblie de l'intérieur, s'est effondrée en quelques mois. Si l'on détourne le regard, par fatigue ou cynisme, le prix sera immense. Perte de sécurité, confiance anéantie, avenir sacrifié sur l'autel de la cupidité. Les exemples abondent. En Amérique latine, certains pays souffrent encore des conséquences de décennies de détournement de fonds où l'armée et le Parlement ont contribué à la ruine nationale. Comment un tel poison a-t-il pu s'insinuer au sommet? Ce soir-là, la Russie a vu l'impensable. Remontons ensemble le fil de la nuit où tout a vacillé. Mais l'histoire ne commence pas avec le raid. Pour comprendre l'ampleur de la trahison, il faut revenir en arrière, là où tout s'est noué dans les coulisses du pouvoir. Moscou, minuit. Un silence spectral recouvre la ville endormie. Pourtant, derrière les façades éclatantes des hôtels 5 étoiles, un autre monde s'agite, invisible à la majorité. Là, des hommes et des femmes au pouvoir démesuré se partagent les secrets du pays comme on distribue des jetons de poker. Leur quotidien, suites privatisées, champagne à volonté, banquets où la loi n'est qu'une rumeur pour les pauvres. L'État n'est pour eux qu'un gigantesque coffre-fort. Le budget national, une source intarissable pour nourrir leurs caprices ou acheter des loyautés silencieuses. Prenons l'exemple d'un ministre surnommé l'architecte qui, lors d'un dîner où le caviar coulait à flot, a négocié la vente d'un contrat militaire en échange d'une villa sur la Côte d'Azur. Ce n'est pas une fiction. Des affaires similaires ont émaillé l'histoire de nombreux pays, du Nigeria à l'Italie des années 80. Dehors, des familles sacrifient le peu qu'il leur reste pour soutenir les soldats envoyés au front. Des bénévoles collectent denrée après denrée et des retraités offrent leurs dernières économies à l'effort de guerre. Pendant ce temps, une poignée d'élus détournent des fortunes, protégés derrière des portes blindées, dans des étages entiers d'hôtels surveillés par des mercenaires armés jusqu'aux dents. Pour ces élites, la justice est un mot oublié. Elles se croient invulnérables, coupées du peuple, protégées par une armée privée et des coffres-forts creusés sous terre. L'arrogance et le luxe rythment leurs journées. Le sentiment d'impunité nourrit leur soif de pouvoir. Ce même schéma a été observé au Brésil lors du scandale Petrobras. Des responsables détournaient des milliards pendant que la population peinait à accéder à l'eau potable. Le parallèle est limpide. Mais dans l'ombre de ces murs insonorisés, la sécurité du pays se vend au plus offrant. À chaque transaction, des codes secrets changent de main, des informations vitales sont échangées contre des valises de billets, mettant en danger la vie de milliers de soldats et l'avenir de la nation tout entière. Imaginez un général recevant une mallette de devises lors d'un rendez-vous clandestin dans un parking souterrain, pendant qu'au même moment, de jeunes conscrits dorment dans la boue à la frontière. Accepter leur règne, c'est sacrifier la confiance du peuple, voir s'évaporer des ressources cruciales et transformer les secrets d'État en vulgaires marchandises.
L'impunité de ces élites menace d'entraîner l'effondrement du pays, la perte de générations entières. Mais cette nuit-là, le système a vacillé. Pour la première fois depuis des années, la justice s'est levée, prête à affronter ceux qui se croyaient intouchables. Voici comment tout a basculé. Au petit matin, un discret convoi s'engage dans une ruelle déserte, loin des regards. Ce qui allait se jouer derrière ces portes allait changer le visage du pouvoir russe. 40 secondes. Il n'aura fallu que 40 secondes pour démolir un empire bâti sur le mensonge et révéler la trahison au cœur du pouvoir. Dans la nuit glaciale de Moscou, une unité d'élite s'élance, précise et muette, vers le 11e étage d'un hôtel luxueux réputé imprenable. Pas la moindre hésitation. Les gardes privés, bardés d'armes et d'arrogance, sont neutralisés en quelques gestes. Aucun tir, seulement le choc des bottes, le claquement métallique des menottes, la stupeur sur les visages des hommes qui, une minute plus tôt, se croyaient invulnérables. Derrière ces portes capitonnées s'étale un autre univers. Carnets raturés de codes, piles de devises en billets étrangers, cartes aériennes annotées, schémas à l'encre rouge dévoilant la position exacte de nos défenses anti-aériennes. Les enquêteurs ramassent pêle-mêle des portefeuilles électroniques, clés USB cryptées, téléphones sécurisés, fragments de messages codés avec l'étranger. C'est le même frisson que lors de l'arrestation du chef de la police de Palerme en 1986, lorsque les carabiniers ont découvert un réseau tentaculaire reliant mafia, politique et industrie. Chaque objet transpire la trahison. Ici, on ne vendait pas que des armes. On livrait les secrets les plus vitaux de la défense nationale à des réseaux extérieurs, parfois liés à des groupes terroristes. Les écoutes le prouvent. Ces réseaux traitaient sans scrupule avec des services ennemis, négociant en crypto-monnaie pour effacer les traces et blanchir des fortunes. Ce pillage organisé exigeait un complice haut placé. Les preuves s'accumulent, irréfutables. Signatures de généraux, ordres falsifiés, listes de codes rédigés de la main de hauts dirigeants militaires. La corruption a creusé jusqu'au sommet, transformant quelques traîtres en fossoyeurs de la sécurité nationale. Si cette opération avait échoué, si ces réseaux avaient tôt poursuivi leur œuvre, c'était la vie de milliers de soldats, de civils, et peut-être l'intégrité du pays lui-même qui aurait pu disparaître. La confiance du peuple, la force de l'État, l'avenir de la nation tenaient à ce duel nocturne. Mais une question ronge chaque conscience. Après cette nuit, qu'a vraiment déclenché l'arrestation ? Jusqu'où couraient-on les ramifications du complot ? Le matin suivant, le pays se réveille, abasourdi par l'ampleur du scandale. Mais la tempête judiciaire ne fait que commencer. Quand un château de cartes s'écroule, qui ramasse les débris ? C'est tout un pays qui paie, pris au piège par la cupidité d'une poignée de prédateurs. Cette nuit-là, la vague d'arrestations ne s'est pas arrêtée à quelques fusibles. Plus de 40 hauts responsables, généraux et fonctionnaires ont été menottés sans bruit dans les couloirs, tandis que la nouvelle remontait, implacable, jusqu'au plus haut sommet du pouvoir. Les masques sont tombés. Des réseaux entiers de faux soldats, d'usurpateurs et d'intermédiaires ont été balayés. Il ne s'agissait pas seulement de détourner l'argent du peuple, c'était un sabotage froidement orchestré, chaque rouble volé minant la défense nationale, chaque code trahi livrant à la mort des milliers d'innocents. La chute a été foudroyante. Certains se drapaient de philanthropie, organisaient de grandes soirées pour redorer leur blason, mais derrière les portes closes, leur empire de luxe s'est effondré, bâti sur la misère et le sang des autres. Ce séisme a eu un effet inattendu. La peur change de camp. Pour la première fois depuis longtemps, les citoyens voient que l'impunité n'est plus garantie. L'idée que personne n'est au-dessus de la justice rallume une flamme d'espoir, une fierté qui semblait perdue. Les complicités, pourtant, remontent jusqu'au sommet. Des visages connus, jadis intouchables, voient leur double jeu exposé en plein jour. La purge est douloureuse, elle laisse des plaies béantes, mais elle est devenue vitale pour rétablir l'équilibre et la dignité du pays. Mais le péril demeure, la corruption s'est mutée. Si la justice ne frappe que les seconds rôles et épargne les véritables cerveaux, le système survivra, changeant seulement de masque. Le risque, c'est que l'élan s'étiole et que l'espoir retombe, une fois encore, dans le silence. Pour éviter cela, rappelons-nous l'exemple de l'Italie après l'opération Main propre, une purge impressionnante, mais le système mafieux a su se régénérer ailleurs, sous d'autres formes. Car il ne s'agit pas seulement de punir, mais de reconstruire la confiance, de protéger l'avenir et la vie de toute la nation. Pourtant, derrière cette victoire judiciaire, une question demeure. Jusqu'où la vérité peut-elle remonter sans menacer les fondations mêmes de l'État ? La véritable victoire commence après la tempête. Arrêter les coupables n'est qu'une première étape.
S'assurer qu'il ne puisse jamais recommencer, c'est un chemin long et collectif. Car le danger suprême n'est pas seulement l'individu corrompu, mais l'indifférence qui lui tisse un abri dans l'ombre. La corruption systémique germe là où le cynisme s'installe, où l'on détourne le regard, convaincu que dénoncer ne sert à rien. Mais aujourd'hui, la justice a frappé fort. La chute de ces élites prouve que personne n'est intouchable, pas même derrière des portes dorées, pas même avec des alliés puissants. Ce message est décisif. Il rappelle que la sécurité nationale n'est pas un concept lointain. Elle dépend de la vigilance quotidienne de chacun. Si les traîtres sont tombés, c'est parce que des hommes et des femmes ordinaires ont refusé le silence, transmis des preuves et cru au changement. Prenons l'exemple d'un simple fonctionnaire qui a osé photographier un document compromettant et le transmettre anonymement. Ou celui de la caissière d'un hôtel de luxe qui a remarqué des transactions suspectes et alerté discrètement les autorités. Pour que cette victoire ne soit pas qu'une parenthèse, il faut restaurer des valeurs fondamentales. L'honneur, la responsabilité, la solidarité du peuple. Ce ne sont pas de vieux slogans, mais le socle sans lequel un pays s'effondre. Tolérer la corruption, c'est trahir la confiance, sacrifier la vie de nos soldats et hypothéquer l'avenir de nos enfants. Le rôle de chaque citoyen compte. Signaler les abus, refuser de banaliser le vol, exiger des comptes, ce sont ces gestes simples, répétés chaque jour, qui forment la digue contre le retour de la corruption. Un pays soudé par l'intégrité devient imprenable pour ses ennemis. La justice ne s'arrête pas à la porte des cellules. Les fortunes volées seront rendues aux causes justes, au front, aux hôpitaux, à l'innovation. Mais le combat continue. Déjà, les réseaux corrompus cherchent de nouveaux masques, de nouveaux alliés. Baisser la garde, c'est condamner la nation à revivre le même cauchemar encore et encore. La leçon est limpide. La sécurité et l'honneur ne sont pas l'affaire de quelques-uns, mais relèvent de tous, chaque jour, sans exception. L'instant décisif est là. Face à cette vérité, chacun doit choisir. Regarder ailleurs ou rejoindre les rangs de ceux qui veillent et protégeant la nation. Mais la justice véritable ne se mesure pas qu'aux arrestations. Elle se joue dans chaque choix, chaque voix qui refuse de céder à la peur ou à la fatigue. La justice, ce n'est pas un miracle tombé du ciel. Elle naît d'une lutte patiente et âpre qui commence en chacun de nous. Ce que nous venons de vivre dépasse l'arrestation de quelques figures corrompues. C'est la fin d'une ère où l'élite pensait pouvoir acheter silence et impunité, jusqu'à vendre la sécurité même de la nation. Pour la première fois depuis tant d'années, la loi a percé l'armure de l'arrogance, rappelant que nul, si puissant soit-il, n'échappe au regard de la société. Mais cette victoire n'appartient ni aux juges, ni aux forces spéciales seules. Elle est née d'un sursaut collectif, d'un refus de plus en plus fort de fermer les yeux sur l'indignité et la trahison. Pour chaque soldat laissé sans défense, pour chaque famille détruite par la corruption, il existe une dette que nous partageons tous. Permettre la corruption, c'est trahir ceux qui se battent aujourd'hui, mais aussi ceux qui naîtront demain. La sécurité de notre pays ne tient ni à des murs, ni à des mots de passe, mais à la force du lien social. Chaque compromis, chaque silence fissure la maison commune. Aujourd'hui, la peur a changé de visage. Les bourreaux d'hier, qui croyaient en tout acheter à coups de coffre plein, découvrent le prix de la justice. Mais cette exigence ne survivra que si nous l'incarnons jour après jour. Être citoyen, c'est refuser la résignation, c'est agir, protéger les lanceurs d'alerte et ne jamais céder à la petite lâcheté ordinaire. L'avenir de la nation se joue dans un choix simple, être acteur ou spectateur. La sécurité collective n'est pas l'affaire de quelques-uns, mais une chaîne dont chaque maillon compte. N'attendons pas le prochain scandale. Interrogeons-nous. Quel monde voulons-nous offrir à ceux qui viendront après nous ? La leçon de cette affaire est sans limpide. Transformer l'indignation en action, c'est la seule façon d'honorer les sacrifices accomplis. La responsabilité est entre nos mains. La justice commence ici, et maintenant. La route vers l'intégrité ne fait que débuter. Ensemble, continuons à éclairer ce chemin. Restons vigilants et ne laissons jamais l'ombre revenir. Pour concrétiser ce changement, plusieurs mesures peuvent être prises. D'abord, instaurer la transparence totale dans les marchés publics et la gestion des fonds de défense. Ensuite, renforcer la protection des lanceurs d'alerte en leur garantissant l'anonymat absolu et une aide juridique gratuite. Il est essentiel aussi de former les jeunes générations à l'éthique publique dès l'école. Dans certains pays nordiques, des ateliers de citoyenneté sont organisés dès l'âge de 10 ans pour apprendre à reconnaître les tentations de la corruption et à y résister. Mettre en place des audits réguliers et indépendants, avec publication systématique des résultats, est une étape clé. En Corée du Sud, après le scandale du Sewol, ce genre de mesure a permis de restaurer la confiance dans les institutions.
Enfin, soutenir les médias indépendants et encourager le journalisme d'investigation. C'est grâce à des enquêtes courageuses, souvent menées dans l'ombre, que les premiers soupçons ont émergé et que la justice a pu agir. L'exemple du Watergate aux États-Unis reste un modèle à suivre. Il ne tient qu'à nous d'inscrire ces principes dans la réalité, pour que plus jamais le pays ne sombre sous la trahison de ses propres gardiens. Alors, à chacun de nous de prendre part à ce nouvel élan. Face à la tentation du silence, opposons la parole. Face à la peur, opposons la solidarité. Face au doute, opposons l'action. Car la plus grande victoire ne sera pas celle d'une nuit, mais celle d'un peuple qui refuse de laisser son destin aux mains de quelques traîtres. Notre vigilance est notre meilleure défense. Et c'est ensemble, et seulement ensemble, que nous pourrons bâtir un avenir où plus jamais la confiance ne sera monnayée dans l'ombre.